Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 134 de C'est qui en pôle et on va parler de cette saison 2023 Moto GP avec Ophélie. Comment ça va? Salut Cyril, bah ça va toujours, on vient de se faire une petite heure d'enregistrement sur Moto 2, Moto 3, donc on est chaud pour parler de la Moto GP, enfin du Moto GP. Pierre, toujours fidèle au poste, toujours champion du monde, donc ça va. Ophélie, on va parler de quelques petites news sur la catégorie, sur le calendrier, sur un petit peu tout. Ouais, il y a pas mal de petits changements en MotoGP cette saison. La première qui ravit Pierre, le premier autour de cette table, c'est le retour du numéro 1 en MotoGP. Oui. C'est la dernière apparition du numéro 1 en GP, c'était en 2012 avec Stoner. Donc Pecco Bagnaia, après ce long suspense qui n'en était pas un pendant la trêve hivernale, a décidé de le porter pour cette saison. Pierre qui roule des yeux à côté de moi. Qui n'en était pas un, je sais pas, si. Pierre qui roule des yeux, c'est un nouveau pseudo Twitter. Je me change tout de suite. Alors quand même, faut savoir que sur Twitter, Ducati avait quand même bien merdé sur la com pour le numéro, donc. Oui. C'était oh là là, est-ce que nos deux pilotes vont porter le numéro 1 cette saison? On ne sait pas, mais sur le site, on met la photo de la moto avec le numéro 1. Et il n'y a pas que sur ça que Ducati merde la com sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi? Aruba qui a bloqué Pierre. Donc si vous voulez faire quelque chose pour bien commencer cette saison, vous pouvez lancer le hashtag FreePierre pour qu'Aruba le débloque. Mais des côtés des choses un peu plus sérieuses, on va parler du calendrier. Calendrier qui, en termes de nombre de dates, ne change pas avec 2022. On est à 21 courses. L'année dernière, on en a fait que 20 puisque, encore une fois, la Finlande n'était pas prêt. Qui est-ce que ça surprend? Personne. Et on en avait 18 en 2021, donc plus ça va, plus on a de courses. Dans ces 21 courses, on a un circuit qui disparaît, c'est Aragon, qui quitte le calendrier, et on en a deux qui apparaissent, qui sont le Kazakhstan et l'Inde. Donc on verra ce que ça donne et si les circuits sont prêts pour les périodes, sachant que l'Inde c'est mois de septembre, le 24. Voilà, c'est en septembre. D'ailleurs, je crois que c'est le week-end, c'est au moment de Manicourt, j'ai un doute pour le Superbike. Et on a le Kazakhstan au mois de juillet, donc les délais sont un peu courts pour mettre en place un circuit, donc on verra si c'est prêt. Et à noter aussi qu'il apparaît pas cette année, mais qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'est l'Arabie Saoudite qui avait signé uniquement une intention de participer au MotoGP. Pour l'instant, ils n'ont pas de place au calendrier. Et ils vont faire, t'inquiète. Bah ça c'est sûr, on sait que ça va arriver. Et la trêve hivernale, comme en 2022, reste de 4 semaines. Trêve estivale. Trêve estivale, en effet. Reste de 4 semaines, comme en 2022, contre 6 en 2021. Après, il y a quelques petits changements sur l'organisation, comme le fait qu'on commence au Portugal et qu'on part tout de suite en Argentine. Donc encore une fois, l'organisation de ce calendrier reste un mystère pour nous quand on fait Sepang, Australie, Malaisie dans la foulée, alors qu'on sait que Sepang, Malaisie, c'est 5 heures de voiture. Alors en effet, ils y vont pas en voiture, mais quand même. Donc voilà, sur le calendrier, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter ou si vous avez un avis sur ce nouveau calendrier, les garçons. Pierre? Bah, je sais bien de voir des nouveaux circuits, ça pose plein de problèmes, on a déjà discuté ici. Trop de courses peut-être, sans doute aussi également, ça va pas être facile à suivre rien qu'en tant que spectateur. Alors en tant que podcasteur, ça risque d'être compliqué. Je note juste qu'il y a une ligne droite d'1 kilomètre au Grand Prix des Indes, donc il va falloir avoir du moteur. Mais ça c'est un message. Hein. Ça c'est le drapeau du Ducati. Ça veut dire nous on n'en a pas. Mais ouais, non, clairement. Calendrier intéressant. Et pour la Finlande, j'ai cru lire que la Dorna avait apporté plainte contre l'organisateur du Grand Prix de Finlande pour trouver 3 ou 4 millions d'euros pour la non-organisation des Grands Prix, mais comme l'entreprise est en faillite. Ouais. Okay. Bah, ils vont les payer en NFT, non? En neige. Mais sur la neige en Finlande. Ah ouais. C'est vrai. Non, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est la fin de championnat quand même qui va être assez tardive, parce que ça va être fin novembre.
Donc, et vraiment fin novembre, le 26, quoi. Et on va courir au Qatar le 19. Donc, et puis la semaine d'avant, ce sera la Malaisie. Le Qatar, en plus, c'est de nuit à chaque fois, quoi. Oui. 19 novembre de nuit. Mais comme Valence, hein. Enfin, Valence, ça a beau être en Espagne, le 26 novembre, tu sors pas sans pull, quoi. Surtout non, mais t'as raison, il y a une semaine d'écart entre Malaisie, Qatar, Valence. Ouais, ça fait un défi logistique non, mais assez c'est ça, intéressant. Faut pas qu'il y ait de problème de fret sur cette saison, quoi. Parce que là, entre Portugal, Argentine, il y a, pareil, une semaine. C'est pas comme si on était en pleine période de grève ici, en plus. En termes d'essence. Ouais, mais ils s'en foutent ici. Oui, donc moi c'est vraiment ces points-là qui me posent question. Après, on avait parlé aussi du gros trou du mois de mai, c'est-à-dire que on va avoir 4 GP entre fin mars et fin avril, donc quasiment un GP par semaine. Sauf que le Grand Prix de France va être mi-mai. Et après, on ne courra pas avant le 11 juin. Ouais. Donc, ça fait un calendrier qui est pas équilibré pour moi. C'est étonnant qu'on puisse pas aller en Grande-Bretagne à cette période, où, tu vois, des circuits proches, quoi. Pour moi, un bon calendrier, c'est une course toutes les 2 semaines. Ouais, puis pour moi, c'est un problème, encore une fois. Enfin, il y a tellement de courses maintenant que du coup, c'est au détriment des petites catégories et des catégories, annexes, entre guillemets. Alors, je dis ça comme si c'était une catégorie qui comptait pas, mais comme le World Superbike, en fait, tu te retrouves des week-ends où tu vas avoir du MotoGP, du World Superbike, de la F1. Enfin, suffit que tu suives un peu ces catégories et qu'après tu suives les petites catégories comme le Superbike français, etc. En fait, soit t'as plus de vie sociale, soit t'as pas le temps de tout voir. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Il me semble d'ailleurs que le week-end de Portimao, l'ouverture de saison, c'est l'ouverture du Superbike français, d'ailleurs. Donc pareil, en fait, t'as pas le temps, tu peux plus tout suivre, en fait. Et en plus, avec c'est cohérent, le fait de plus pouvoir tout suivre avec la seconde news pour cette saison, c'est l'arrivée des courses sprint, qui du coup rajoute une deuxième course le samedi. Donc on va se retrouver sur des week-ends à la place de 21 courses avec 42 pour le MotoGP. 42 courses, ça fait 777 points précisément à partager pour les pilotes. Il faut noter, ça on en a déjà parlé, mais que cette grille, à part pour les points, elle servira à rien d'autre, cette course, puisque la course sprint ne définira pas la grille de départ du dimanche, et les qualifs seront les mêmes pour les 2 courses. Par contre, les points seront comptés comme les points du dimanche, donc pour le championnat. Donc ça implique aussi qu'au-delà de plus avoir le temps de tout suivre à côté, que ça change le planning du week-end, puisque les FP1, les FP2 vont prendre beaucoup plus de place et d'importance pour les pilotes, parce qu'en fait il faut que tu sois sûr dès les FP1 limite de passer en Q2, donc t'as pas vraiment de temps d'adaptation, et ça pose pas mal de questions aussi. On l'a dit dans le précédent épisode, mais plus de warm-up pour les Moto 2, les Moto 3 le dimanche. Le week-end sur le planning, la FP3 est raccourcie. Enfin voilà, ça implique plein de choses. Il y a plus de FP3 en fait. Oui, c'est ça, il y a plus de FP3. Les FP3 sont raccourcis pour les Moto 3, Moto 2. Oui. Alors en fait, comme tu le disais, donc il y a practice 1, practice 2 en MotoGP, donc des sessions de 45 minutes, et le free practice est en fait l'ancien FP4. Et après, tu enchaînes directement sur la Q1, Q2. Après, donc, ce qui s'appelle le free practice. Et, course sprint, à 15h, le samedi. Voilà. Qui pose question aussi, pour les stratégies des teams et des pilotes, parce que la question va se poser d'avoir ou non des motos dédiées pour les courses sprint. Et pour des teams comme Yamaha qui ont 2 motos uniquement sur la grille, c'est moins évident d'avoir suffisamment de données pour savoir, pour te dire, ok, cette moto-là, c'est pour les courses sprint, ok, pour la course, que les Ducati, qui, eux, vont tourner à 8 motos sur la grille. Enfin, pour moi, de mon point de vue, ça rend la chose plus compliquée pour eux. Moi, je pense que de toute façon, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que ton samedi, tu pourras pas le foirer. Enfin, ton vendredi, tu pourras pas le foirer, parce qu'il faudra que tu sois bien qualifié, et faut que tu sois bien qualifié pour marquer des points le samedi et le dimanche. Donc, oui, puis t'as envie de te battre, donc tu prends plus de risques le samedi, tu risques plus de te blesser. Enfin, je pense que ça va être tout et en soi. Les pilotes, de toute façon, les pilotes, on les connaît, ils prendront les risques qu'ils prennent habituellement. Mais on risque d'avoir des pilotes qui déjà se blessent facilement, vont se blesser encore plus facilement avec l'arrivée des courses sprint. Pierre, qu'est-ce qu'on dit?
Ouais, c'est vrai que ça pose problème dans l'organisation actuelle du calendrier. C'est pas idéal d'avoir cette course sprint sur ce format-là, surtout sur tous les week-ends. Il y a des pilotes qui sont peut-être moins rapides sur une course de 45 minutes qui vont vouloir en profiter. À voir ce que ça donne. Franchement, là, c'est un gros point d'interrogation. Ouais, je pense qu'il y a des pilotes qui jouent au championnat qui peuvent être plus prudents sur ce genre de course pour pas se blesser et faire la course qui rapporte 25 points le dimanche. Assurer une place entre 5 et 10, on va dire. Alors que d'autres qui potentiellement ont une moins bonne machine ou alors ont des problèmes de gestion de pneus sur des longues courses vont peut-être plus tout donner sur ce genre de course. Parce que ça ne joue pas pour la qualif du dimanche de toute façon. Ouais, au niveau du planning, en plus des courses sprint, on a aussi l'arrivée d'un truc qui, au-delà des points d'interrogation, est un truc que on sait pas ce que c'est, qui s'appelle la Rider Fun Parade. Donc ça, c'est un peu le mystère qu'on va découvrir à Portimao pour moi parce que ça sera 1 heure avant la course Moto 3. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos sur ce que ça va être. Tu nous diras, peut-être que tu seras sur place. Ouais. Mais moi, je mise sur le truc, un peu comme ils font en F1, du tour en camion, la balade en camion sur la piste des pilotes qui font coucou aux tribunes, quoi. Moi, je mise sur une parade type Disney. Ouais. tant que c'est pas Zapata, là, qui vient faire, tu peux les déguiser et trouver quelque chose d'intéressant. Moi, je veux bien avoir des princesses Disney. Niveau technique, il y a quand même pas mal de nouveautés aussi. Ouais, niveau technique, la chose que je crois, Cyril, tu attends le plus depuis que tu es né, en fait, le contrôle unifié de la pression de pneus pour éviter les écarts entre les pilotes. Les premiers tests ont eu lieu à Sepang, puis à Portimao, donc à l'instant même où on vous parle, c'est en train d'être testé. Et pour la suite, les tests se feront sur les 3 premiers Grands Prix, puis ils feront un point entre constructeurs et team au Grand Prix d'Espagne pour savoir ce qu'ils en pensent et ce qu'ils mettent en place. À savoir qu'avant ça, il y aura pas de sanction de prise, même si c'est un peu la crainte pour certains teams. Ça sera pas fait avant ce point, et il faut aussi savoir, parce que on parle des sanctions et du fait que ça peut poser problème pour certains teams et certaines motos. Il y a quand même une fourchette pour la pression qui se trouve entre 1,85 et 2,2 bars, ce qui pour moi est relativement énorme. Donc c'est une nouveauté qui est censée équilibrer les choses, qui pour moi va peut-être que ça sera pas le cas, quoi. Je sais pas. Moi franchement, le gros intérêt que je vois, c'est que ça, au moins, ça fixe les choses. Après qu'ils prennent 3 courses pour étalonner, dire quand est-ce qu'on va sanctionner, réduire ou élargir la fourchette de tolérance, pourquoi pas. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il fallait fixer un truc. Et je comprends même pas que ça n'ait pas été fait avant, parce que les autres catégories le font, et je comprends pas pourquoi le MotoGP n'était pas concerné par ça. Bon, après, voilà, quoi. Pierre, on dit? Bon, c'est nécessaire, je pense. La fourchette me paraît un peu large. Après, c'est vrai que si on roule en paquet ou tout seul devant, visiblement, ça crée aussi beaucoup de différences de pression dans le pneu. Enfin, à quel niveau est-ce que ça équivaut à 0,4 bar, je ne sais pas. Voilà. Et puis savoir ensuite quelles seront les sanctions associées. C'est aussi important. Est-ce que c'est, tu pars dernier, tu as une amende, tu as juste une amende, tu fais un long lap. Est-ce que ça va être une sanction homogène sur toute la saison, et ce qu'ils vont dire si tu fais s'il y a un problème sur ta pression, c'est ça la sanction, ou est-ce que, encore une fois, comme ils aiment le faire, ça va être la sanction au petit bonheur la chance en fonction de la tête du pilote, quoi. Ah non, la sanction, de toute façon, elle est claire. Dans les autres catégories, si t'es hors tolérance de la pression des pneus, t'es disqualifié. Oui, donc c'est ce qui s'était passé avec Quartararo quand il avait gagné une course en Moto 2, hein, donc ouais, c'était au Japon. Donc si t'es hors pression, si t'es hors tolérance, t'es disqualifié. Ce qui fait sens en même temps. Ah, ça fait sens. Mais tout ce qu'il faut, c'est que c'est pas que ce soit vous avez le droit d'être hors tolérance sur la moitié de la course, mais vous êtes obligé d'y être sur les 10 derniers tours. Enfin non, tu dois être dans la tolérance du premier au dernier tour. À mon avis. Après, je sais pas comment ils vont faire. Je pense qu'ils vont trouver des pirouettes encore pour faire en sorte que ça va bien se passer. Et pour faire râler Cyril. Non. Non, on râle jamais sur la pression. Non, mais j'ai trouvé un autre cheval de bataille. Bon, dans les choses qui ne sont pas le cheval de bataille de Cyril, une chose dont on a déjà parlé, mais ça y est, c'est officiel. Enfin, c'est surtout mis en place, c'est l'interdiction du front ride device en dehors de la procédure de départ.
Donc ça, c'était prévu que ce soit enlevé et du coup c'est officiel pour 2023, c'est d'actualité. Mais pour les chevaux de Troie de Cyril, celui qui est d'actualité et Pierre, parce que c'est Pierre qui s'est fait un plaisir de nous raconter tout ça, c'est au niveau des écus. Je vais vous laisser en parler parce que vous en parlez beaucoup mieux que moi. Ouais, et je pense que les gens disent ECU. Voilà. Ça montre mon niveau de connaissance dans le domaine. Non, mais c'est le boîtier électronique qui va permettre de gérer tous les réglages de la machine en course. Oui. C'est le calculateur, c'est le processeur. Enfin, je sais pas comment vous voulez le dire, mais c'est le calculateur central, donc ça gère tout. Il récupère toutes les données de la moto et il a juste, en fonction des cartographies et des maps utilisées par le pilote, il a juste tout ça. Et il centralise aussi les données du capteur. Et du coup, la Dorna a introduit pour la saison 2023 un nouvel OCU qui est en théorie, en pratique plus performant, capable de faire plus d'opérations à la seconde, qui a plus de mémoire instantanée pour stocker des données, ce genre de choses. Malheureusement, c'est pas comme si ça faisait 4 ans qu'on était impacté par le Covid. Vous savez qu'il y a une pénurie des composants électroniques. C'est pas vrai. Donc la Dorna a dit qu'il n'avait pas assez de stock du nouvel OCU pour équiper toutes les machines du plateau. Donc cette saison, seuls les teams usines auront ce nouvel ECU. L'histoire ne dit pas si Gaz est concerné. Est-ce que c'est un team usine ou pas? Je ne sais pas. Non, c'est pas un team usine. non, mais je plaisante. Mais en tout cas, ça pose un vrai problème d'équité sur un équipement obligatoire et c'est un équipement obligatoire unique. Et du coup, clairement, c'est comme si on imposait, par exemple, au team satellite de rouler Camp News. Et que les teams usines de profiter des pneus neufs. Non, mais il y a un vrai problème d'équité sur ça. Bah, le gros problème, c'est qu'on sait pas ce qu'elle apporte, cette ECU, parce que quand même avec l'introduction du contrôle de la pression des pneus et aussi des courses sprint, parce que tu peux très bien avoir plus de cartographie ou alors différentes choses. On ne sait pas spécialement ce qu'elle a de plus. Tout ce qu'il y a, c'est que moi je trouve que toutes les team usines justement ont un intérêt à retrouver une ECU plus puissante. Alors je ne sais pas dans quelle mesure elle va être plus performante, puisque la puissance ne veut pas dire nécessairement performance sur la piste. Mais le fait est que ça crée une différence et que toutes les équipes factory vont y avoir accès. Je pense que beaucoup de factories, notamment les japonaises, avaient besoin d'un petit coup de pouce pour repasser devant certaines équipes satellites, notamment Pramac et etc. Et je pense que ça arrange aussi Ducati de pouvoir prendre une petite longueur d'avance avec leur factory pour éviter d'avoir à gérer des équipes annexes qui viennent jouer le titre, quoi. Ce qui s'est passé avec Bastianini, pour être clair. Donc ouais, ça arrange tout le monde et ça me fait chier. Enfin, moi je trouve ça con. Non, mais je trouve ça débile. Enfin, à partir du moment où tu mets un boîtier unique, là on parle de 40 boîtiers, 45, 50 au max. Ouais, quand tu viens chercher l'excuse de la pénurie de composants pour 50 pièces, c'est que tu te fous de la gueule du monde. Voilà. Alors, dans ce cas-là, t'en mets aucun de nouveau et t'attends de pouvoir produire. T'attends d'avoir la totalité. On est d'accord. Ouais, plus décalé d'une saison, il y avait rien. Tu décales d'une saison, tu décales de 6 mois, mais tu vas pas me faire croire que là, au début de saison, t'en as 16, et puis enfin, en juin, t'en auras pas 40 de plus. Là, tu me prends pour un con, donc moi, j'aime pas. Surtout qu'il est... La Dorna, vous avez compris, arrêtez de prendre Cyril pour un con. Non, mais je trouve que au niveau technique, c'est le calculateur, tout le monde a le même, c'est le calculateur maître sur toutes les motos longues. Donc c'est la base de plein de choses, comme les pneus, c'est un élément majeur. Donc tu peux pas faire des modifications ou des petites entorses comme ça aussi facilement, quoi. Vous pouvez dire quoi, Pierre? Ouais, juste potentiellement en début de saison, on verra peut-être un avantage moins marqué, ou en tout cas un avantage pour les équipes qui utilisent l'ancienne ECU qui est rodée, que tout le monde connaît par cœur. Et peut-être le temps que les équipes usines s'approprient ce nouvel ECU et sachent utiliser le nouveau software qui va avec, le nouveau programme, et potentiellement savent prendre partie de cette nouvelle puissance, de ce nouveau calculateur. Mais après, je pense qu'effectivement, peut-être à partir des 2 tiers de la saison, on a des chances pour voir un écart plus marqué entre les teams usines et les teams satellites, quoi.
Ouais, enfin, ouais, c'est possible parce que l'introduction d'une nouveauté, faut savoir l'exploiter aussi. Donc, ça va pas tomber de l'arbre des Portimao, je pense. Mais après on verra, ça peut peut-être être une fausse bonne idée. Hein. Donc, on verra. Mais moi, je trouve que ça crée un déséquilibre qui est pas intéressant. On va parler donc de tous les pilotes, à commencer par Yamaha. Je te laisse démarrer avec Yamaha. Ouais, Yamaha qui aligne cette année 2 motos sur la grille de départ. Yamaha qui pendant les tests hivernaux devait clairement se remettre sur pied et nous sortir un moteur digne de ce nom. Du coup, ce qu'on sait là pour la Yamaha, en l'occurrence depuis les tests de Sepang, c'est que elle se comporte bien sous pneu neuf en configuration configuration course entre guillemets. Mais que c'est pas le cas en pneu neuf et en version légère, sachant que la moto c'est 18 litres d'essence il me semble dans le réservoir sur les courses, donc c'est un problème en fait si elle fonctionne pas pareil au départ et à la fin de la course. Donc ça c'est le gros point noir qu'ils vont devoir résoudre et trouver les problèmes. Là en l'occurrence avec les tests de Portimao qui se déroulent aujourd'hui, on verra ce que ça donne. Ça a l'air compliqué déjà. Et côté pilote, pour Yamaha, outre le fait que le team satellite disparaisse puisqu'il part chez Aprilia, au niveau des pilotes, rien ne change pour eux. Donc on retrouve Fabio Quartararo, qui était 2e en 2022 et c'est sa 5e saison cette année, et Franco Morbidelli, qui est à sa 6e saison dans la catégorie et qui était 17e en 2022. Qu'est-ce que vous attendez de Fabio Morbidelli, les garçons? De Morbidelli, rien. Non, mais 2 top 10 en 2022, donc il part de très très loin. Et ouais, je pense que il peut même faire pire. Donc oui, je pense qu'il peut faire pire. Non, mais de toute façon, on va le savoir en 6 courses. Donc après, ce sera Yamaha de savoir ce qu'ils font. Hein. Là, le truc c'est que s'il fait rien, Fabio va se retrouver dans la config Valentino Rossi 2000 d'être tout seul son coéquipier en fait. Concrètement, il est seul contre tous. Hein. Après, il était déjà seul contre tous. Ouais. Mais c'est là où je veux en venir. Cal Crutchlow quand même quand il a remplacé Dovi, c'était pas si mauvais. Et c'est possible que Morbidelli, si vraiment il fait un début de saison catastrophique, Yamaha lui dise met sur la touche et c'est Crutchlow qui finira la saison. Il l'aurait déjà fait. Hein. Il y a des contrats quand même, je pense. Mais vraiment, si ils ont plus que 2 motos, c'est chaud, quoi. Si vraiment, Morbidelli fait tout le temps hors des points. Mais je pense qu'il se fera pas tout le temps hors des points. Hein. Je pense que le CU va l'aider aussi. Ouais. Que ça va créer s'ils savent l'exploiter, je pense que ça va les aider. Mais non, je pense qu'il se fera pas hors des points, quand même. Mais ouais, il va être régulièrement... Il était beaucoup hors des points, quand même, Morbidelli. Oh, il était souvent entre 13 et 15, donc c'est des petits points, mais c'était dans les points. Non, mais quand t'es hors top 10 toute ta saison, c'est qu'il y a un problème. Quand t'es Factory Yamaha avec top 10, tu fais 2 top 10 dans la saison, c'est dégueulasse. De toute façon, on l'a dit, on s'est tous posé la question l'année dernière en fin de saison de est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il a une raison de rester. En l'occurrence, on était tous surpris, oui et non, mais qu'il soit là. Enfin, c'est. Et pour moi, s'ils avaient un team satellite, ils seraient redescendus en team satellite. Enfin, tu gardes pas un pilote qui t'apporte si peu et qui apporte rien en termes d'évaluation de moto et de technique face à un mec qui a été champion du monde et qui t'a redonné un titre il y a une année passée, quoi. Concernant Quartaro, par contre, clairement, il est en forme, il a l'envie, il va jouer le titre. Hein. Après, ça va aussi dépendre de sa moto. Il y a eu des changements faits chez Yamaha. Ils ont quand même recruté un motoriste de chez Ferrari. Ils ont recruté le responsable de l'équipe de développement, l'équipe de test de chez Suzuki. Un ancien ingénieur électronique, donc ils tentent des choses. À voir, je pense qu'ils auraient aussi dû recruter Sylvain Guintoli, mais ça c'est autre chose. Oh, quand t'as Crutchlow, ça va. Ouais, tu peux en avoir 2. Enfin, tu vois, KTM qui empile les pilotes d'essai. Après, il faut qu'ils se partagent le temps de piste parce qu'il y a un nombre de pneus limité. Mais non, Yamaha va faire une saison un peu comme l'année dernière, un pilote en haut et un pilote en bas, je pense. C'est ça, ils ouvrent et ils ferment le classement, quoi. Mais ouais, moi je suis d'accord avec vous. Et pour la saison de Fabio, pour moi, il va falloir que il arrive à passer au-delà des problèmes techniques, en fait, parce que il y a quand même certaines chutes qui étaient faites
malheureusement, il nous avait plus habitués à ça par rapport à la frustration de pas réussir à aller où il voulait avec la moto. On repense à cette course où il tombe, il repasse au paddock et il repart et pour se taper une pénalité qui était légitime au final, mais qu'il arrive à passer à travers ça et qu'Yamaha lui donne de quoi se battre correctement cette année. Ouais, effectivement, il y a plusieurs courses où il a perdu le fil avec la pression, même en Australie, je crois, il avait à la fin de saison. Bon, bah, c'est pas facile quand on a cette pression d'être titré à nouveau. Mais voilà, c'est une petite chose qui doit aussi travailler, je pense. Puis ça va. C'est dur. Pour moi, c'est de l'énervement, de l'agacement plus que de la pression. Ouais. Bah, ça se rejoint. Je pense que ça se rejoint. Mais oui, quand il perd le fil, c'est dommage parce que au final, à Valence, le titre joue pas. Il était en mesure de se battre jusqu'à la fin. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une saison où on attendait le titre, la dernière course de la saison. Donc 2015. Non, Devi, il avait emmené ça à Valence une fois aussi. J'ai oublié ça. Je te le rappelle. Devi a perdu des titres à Valence. On va poursuivre avec Honda. Qui, au-delà de leur pilote, ont l'arrivée de l'ancien responsable technique Suzuki, donc Kem Kawauchi, qui a déjà commencé à travailler depuis Sepang, puisqu'il a complètement dépoilé la Honda en demandant à Marquez de partir sur la piste. Concrètement, il est reparti à zéro, quoi. Sans aéro, ouais. Ouais, exactement. D'ailleurs, Marquez disait que c'était très étrange de conduire la moto sans aéro, que c'était plus du tout les mêmes sensations. Il lui a même fait tester des pièces de 2016 pour voir comment se comportait la moto. Donc il y a un vrai taf là-dessus. Il y a un sacré reset quand même. Ouais, il y a un sacré reset, surtout un reset qu'ils ont fait tester à Marquez et pas aux autres pilotes. Donc ils sont partis à Sepang de 4 motos pour le dernier jour n'en avoir plus qu'une à tester avec les réglages que demandait Marquez. Donc il y a un vrai taf. Je pense que vraiment c'est une plus-value d'avoir ce mec dans un team. C'est pas n'importe qui. Donc côté Honda, c'est vraiment une bonne chose pour la saison. Après, à voir ce qu'ils en font, sachant que en plus d'avoir récupéré cet ancien responsable technique, ils ont surtout récupéré Joan Mir et Alex Rins, en plus de Marc Marquez et celui dont on ne parle plus, Nakagami. Nakagami. Donc vraiment, ils ont récupéré 2 pilotes qui ont un vrai potentiel et qui ont du talent, avec un mec qui sait ce qu'il fait sur la moto. Ils mettent des chances de leur côté. Après, là, quand on regarde les tests, c'est pas glorieux. Sauf qu'avec du recul, tu te dis qu'à Sepang, en fait, leur test, c'était repartir à zéro pour mettre une moto sur pied pour qu'à Portimao, pour la course, elle soit correcte pour courir. Donc, c'est court, hein. Ouais, c'est court et pour moi, les tests valent pas grand chose pour voir ce que Honda va pouvoir faire cette saison. En tout cas, on a quand même des pilotes qui ont un potentiel. On a un pilote multiple champion du monde qui arrive avec le couteau entre les dents. Et donc, pour les pilotes, pour les rappeler tout de même, on a Marc Marquez qui était 12e en 2022 en ayant fait seulement 12 courses. Après tout ce qu'on connaît sur son rétablissement, ses blessures, etc. Et ça sera sa 11e saison. On a Joan Mir, du coup, qui nous vient de chez Suzuki et qui était 15e la saison dernière, pour qui c'est sa 5e saison. Alex Rins, qui était 7e et qui sera dans sa 7e saison également. Et Takaaki Nakagami, qui était 18e l'année dernière et qui entame sa 6e saison. Pierre, qu'est-ce qu'on dit ? Ça va être une saison encore compliquée sur Honda. Je pense qu'il y a beaucoup de travail et peut-être plus que juste en une saison et ça va être difficile de corriger le tir. Alors après, donc on a Mir et Rins qui sont pas dénués de talent mais qui vont découvrir une moto totalement différente. Et souvent on a vu que c'est pas facile d'apprivoiser cette Honda. Il y a beaucoup de pilotes beaucoup plus talentueux qui se sont cassés les dents dessus. Nakagami, il compte un peu pour la minorité obligatoire de l'équipe. Non, mais au-delà de ça, il y a aussi un truc de Marc Marquez n'était pas là l'année dernière, c'est 2 nouveaux pilotes. Moi, de mon point de vue, Nakagami, il est là pour avoir cette caution. Tu connais la moto de l'année dernière. Même si, oui, il faut le quota nippon et ça, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix plus que le sponsor de LCR, c'est comment il s'appelle, Idemitsu, et du coup forcément ils sont obligés d'avoir un pilote nippon dans le team. Il y a aussi ce truc de Marc Marquez, il a roulé mais il a pas roulé beaucoup
enfin, il était là, il était devant tous les autres pilotes Honda, mais c'était pas non plus incroyable. Nakagami, il a fait des saisons entières pendant que Marquez était off, entre guillemets. Donc, pour moi, il y a aussi ce truc de caution backup un peu de la technique. Sur Mir et Rins, à votre avis, qui va faire la meilleure saison? C'est dur de savoir. Franchement, c'est une question piège. Moi, je miserais sur Mir parce que je pense que Mir, là, il a tout approuvé. Il a rien fait après son titre. Il a rien fait, je suis dur quand même. Mais, non, il a pas poursuivi sur la lancée de son titre. Il n'est pas resté sur la lancée de son titre et pour moi, il a tout approuvé parce que déjà, il est sur la officielle. Et quand on voit un peu le personnage, même si c'est un personnage qui peut sembler discret, tout mignon, tout gentil, c'est un pilote qui a envie de se battre et pour moi, il arrive avec le couteau entre les dents. En plus d'avoir eu la déception de Suzuki s'arrête au moment où ça commence à bien aller pour Rins et Mir. Je miserais un peu plus sur Mir. Après, ça veut rien dire parce qu'Alex Rins, en fin de saison, il a été stratosphérique sur la dernière course. Enfin, il gagne 3 courses, avec 2 courses sur les 3 dernières. Ouais. C'est ça, donc il a quand même, il montre que c'est un bon pilote aussi. Donc je trouve ça dur. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais de savoir entre les deux lequel va se démarquer. C'est très dur. C'est du pifomètre là, mais je pense que Rins c'est un côté chien fou où il peut plus se démerder, sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'en plus forcément il y aura beaucoup moins de pression que dans le team officiel Honda, et je pense qu'il y en a beaucoup chez Honda. Il y a de grosses attentes à mon avis pour remettre vite les deux factories devant. Ouais, alors que le team LCR, c'est Christophe Bourguignon, c'est quand même pépère. Il y a du niveau à demander, mais je pense qu'un Alex Rins, il peut totalement, peut-être pas cette saison, mais à terme, atteindre les objectifs d'un Cal Crutchlow par exemple, comme il faisait à la grande époque des LCR. Ouais. Et puis après j'en ai pas parlé, mais voilà, le Marc Marquez, clairement, c'est encore une fois, c'est celui qui fait peur à tout le monde. Ça fait 3 ans qu'il fait que des bouts de saison. On l'a vu quand il roule, il peut être très rapide. Il peut encore gagner des courses ou faire des podiums. Donc, Après la question pour moi, Marquez, je te rejoins et pour moi c'est le pilote au-delà des pilotes que j'apprécie, c'est le pilote que j'ai autant de voir rouler parce que j'ose espérer qu'il va faire une saison entière. Cette année, et en même temps il a l'air d'être plus affûté que jamais. La dernière fois que c'est arrivé, si je dis pas de bêtises, c'est 2016 ou 2017 parce qu'après il s'est blessé à l'épaule. Enfin, il enchaîne quand même vachement les blessures. Il y a longtemps qu'il a été à son maximum en termes de santé. Après il y aura toujours la question qui va se poser et qui me semble, je crois que c'est un truc qui est quand même irréversible, donc de la diplopie. Parce que c'est un peu l'épée de Damoclès qui va lui tomber dessus, c'est-à-dire que tu tombes, même une mini chute qui peut sembler moindre peut lui redéclencher. Donc ça va être quand même le gros point d'interrogation sur sa saison. Au-delà de la moto qui a besoin de se montrer performante, il y a le côté humain aussi. Et en plus, on sait que là, il va arriver affûté, il va arriver enragé parce qu'il a envie de remonter Honda là où elle est censée être et que lui, il a envie, il le cache pas, il a envie d'avoir ce 10e titre. Oui, c'est 9e titre. Ce 9e titre et réussir à aller attendre c'est un autre. Ouais. Mais ça, c'est l'autre, ça, il s'en cache pas qu'il a envie d'arriver au classement de Valentino Rossi. Donc, je pense qu'il a plus de temps à perdre, surtout qu'il commence à être un des plus proches de la retraite de la grille, en vrai. Si. Aller chez Spargaro aussi, mais oui. Mais du coup, il a des choses à prouver et connaissant Marquez, il va recommencer à mettre son casque comme un extraterrestre et diplopie ou pas diplopie, il va pas regarder, il va aller rouler quoi. Juste une dernière chose, outre les changements qu'a évoqué Ophélie tout à l'heure, il faut aussi savoir que chez Honda, ça se pose des questions. Donc, ils ont changé de fournisseur de bras oscillants. Ils ont arrêté de le faire eux-mêmes. Ils ont pris Kalex l'année dernière. Et là, durant le mercato hivernal, du coup, ils ont signé chez Akrapovic, qui équipe la plupart des équipes du paddock, plutôt que SC Project pour l'échappement. Donc, aujourd'hui, tout le monde est à Acra, sauf Aprilia qui est toujours chez SC Project. Ouais, moi sur la question Mir Rins, moi je vois plus Rins. Je vois plus Rins pour la fin de saison. Parce que moi je vois plus Mir dans une situation, il arrive dans une situation assez similaire à celle de Lorenzo, c'est-à-dire que Lorenzo avait fait une fin de saison 2018 vraiment compliquée chez Ducati, beaucoup de chutes, pas bien. Et il est arrivé sur la Honda pas au mieux, et moi je vois Mir un petit peu comme ça. Surtout que l'équipe avait lâché la rampe en plus chez Suzuki, donc va falloir qu'ils se remettent vraiment
dans une bonne dynamique, qui est plus le cas pour Rins. Moi, j'ai vraiment bien aimé sa fin de saison pour une équipe qui était en RTT et qui était en stage de fin de troisième. C'était cool de le voir gagner des courses, même si l'équipe s'arrêtait, mine de rien, 7e au général dans ces conditions, c'est pas rien, quoi. Je trouve qu'une manière générale, Rins, il a un mental, il chute plus, bien sûr, mais il a plus les capacités de rebondir à chaque fois. Je pense que Mir aussi, puisque en fait, quand il est titré, c'est quand même souvent des courses qui sont, enfin, il fait des courses assez moyennes, mais toujours pas trop mal placées, quoi. Non, mais c'est un bon pilote, mais je sais pas si cette capacité dans une phase où ça ne marche pas, de relever la tête, quoi. Là, va falloir qu'il se bouge le cul, quoi. Enfin, il aura pas trop le choix, quoi. On va pas lui laisser. Puis pour Marquez, moi j'ai un peu peur du fait qu'il y ait 2 courses par week-end, parce que de toute façon, voilà, ça va être 2 opportunités au lieu d'une de faire une grosse chute et c'est ce que disait, et de se faire blesser. C'est ce que disait Matt Oxley, qui disait que déjà que le nombre de chutes augmente chaque année. Alors lui, clairement, son discours il est pas pro course sprint dans les articles que j'ai pu lire, mais il y a déjà tellement de chutes que là c'est encore un risque supplémentaire, donc risque de blessure, donc risque de pilote encore en dehors des courses pendant une longue saison. Et en effet, sur Marquez, c'est avec la diplopie quand même le gros risque, quoi. Moi je voudrais bien qu'il fasse justement un gros retour, parce que ça serait vraiment ça serait épatant de le voir revenir. Mais j'ai un peu peur qu'il se remette en mode déglingo et puis ça va repartir, quoi. Donc à voir. Continuer avec le gros du paquet avec Ducati. Ouais, la catégorie, le team préféré de Pierre. Ducati, il y a pas grand chose à dire outre le fait qu'ils brillent et qu'ils sont en tête de tous les tests. De toute façon, la domination italienne est toujours en marche. Côté pilote, on retrouve 8 engagés sur la piste sur les 22, avec Pecco Bagnaia qui était champion du monde l'année dernière et qui entame sa 5e saison, Bastianini qui pour sa 3e saison qui entame sa 3e saison et qui était 3e en 2022, Johann Zarco qui entame sa 7e saison et est 8e, Martin 9e en 2021 et entame sa 3e saison. Alex Marquez qui était 17e en 2021 et qui va sur sa 4e saison, Didier Antonio est 20e l'an dernier pour son année de rookie et qui entame du coup sa 2e saison, Luca Marini qui était 13e en 2022 et qui va sur sa 3e saison, et Marco Bezzecchi qui était 14e en 2022 et remporte le titre de rookie de l'année et qui va également sur sa 2e saison. Donc ça en fait du monde. Côté Ducati, ça en fait des motos à mettre sur la piste. Tu veux commencer par Bezzecchi ? Non, on peut rester dans l'ordre et parler quand même. On peut laisser Pierre commencer avec le seul unique champion du monde 2022. Oui, Bagnaia favorise sa propre succession, je pense. Il y aura beaucoup de concurrence dans l'équipe avec Bastianini qui a fini 3e l'année dernière et qui est très fort en fin de saison. Je pense que la saison va beaucoup se jouer dans le box. La relation qu'ils vont avoir, la relation des équipes. Est-ce qu'il va falloir mettre des paravents comme à une certaine époque chez Yamaha, ou est-ce qu'il va y avoir des mots dans la presse interposée comme peut y avoir des fois. Comme en fin de saison de l'année dernière. Ouais, ça va être. Je pense que ça va beaucoup conditionner la saison des 2 pilotes. À ce jeu-là, en tout cas, Bastianini a l'air beaucoup plus relax. J'ai envie de dire, on a l'impression la pression l'effleure moins. Je trouve qu'il est un peu plus piquant, lui. Ouais. C'est lui qui va venir souffler sur les braises. C'est ça que je veux dire, mais que lui, il est moins touché par ce genre de. Il est moins impacté parce qu'il était dans entre guillemets la 3e équipe Ducati. Mais de toute façon, là, le numéro 1, et d'ailleurs il le porte sur sa moto, c'est Bagnaia, donc c'est à Bastianini d'aller chercher des pouces sur la tête de son copain. Ouais. Et on les verra, je pense, cette saison en bagarre en piste assez sérieusement. Côté Pramac, ça ne bouge pas. Donc Johann Zarco qui est là pour l'expérience, tester des pièces et servir à viser un top 5 final et sans doute permettre à Pramac d'aller chercher les places de meilleure équipe indépendante parce que c'est quelqu'un de régulier. Martin, encore une fois, c'est la 3e saison, t'as dit? 4e? Ouais, 3e.
va falloir qu'il monte de la régularité. Alors autant je le vois exploser tout le monde en course sprint, mais vraiment, parce qu'il a une vitesse incroyable. Autant faut qu'il soit plus régulier sur des saisons pour aller décrocher autre chose. Et je pense que c'est aussi lui qui va déclencher en cours de saison le jeu des chaises musicales, suivant s'il décide de rester ou de partir ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer en fait via Pramac, je pense. En 2009, enfin pour le mercato 2023. Est-ce que Zarco va réussir à faire quelque chose? Est-ce qu'il va rester? Est-ce que Martin va rester? Enfin, ça va être la première. Ça va être la grosse question. Zarco, moi, son début de saison, je pense qu'il va être déterminant parce qu'on va voir assez vite en 4-5 courses où il en est et s'il est au point pour cette saison. Et s'il est, comme tu parlais de top 5 au final, moi je pense que c'est ambitieux d'aller chercher le top 5, mais et souvent, il est là jusqu'à mi-saison. Souvent, il est là jusqu'à mi-saison. Donc, il faut qu'il réussisse à être dans ce cap-là jusqu'à mi-saison. Le gros mystère autour de Zarco, c'est aussi le fait qu'il a, comme on a pu le voir, il a changé tout son entourage. Il s'est séparé de son préparateur physique qui était avec lui pendant 7 ans, qui a prouvé que son taf et qui physiquement le préparait quand même très bien. Et il s'est séparé de JMB aussi parce que l'un et l'autre, Jean-Michel Bay, c'est quelqu'un, comme le dit très bien Thomas Bauger, c'est quelqu'un de très dur avec lui-même, autant qu'avec les pilotes, et ça collait pas avec Zarco. Donc là, il se retrouve un peu seul au milieu des requins, et à voir si aussi ce truc de plus être encadré, je sais pas si c'est le bon terme, encadré, mais va le faire pencher du bon côté, et va déclencher un truc, ou au contraire, ça va foutre le bordel, quoi. Donc après, il y a deux choses concernant Zarco. D'une part, il s'est pris un agent cette année. Donc, il n'aura pas à gérer toute cette partie sponsor et contrat et représentation. Mais ça, c'était même plus lui, c'était Romain qui le gérait en plus. Mais c'est pas un vrai agent dans le sens Romain, il faisait peut-être l'intermédiaire, mais je pense que Zarco était décisionnaire. Là, je pense qu'avec l'agent, ok. Et la dernière chose, c'est que son chef mécanicien à Zarco change, parce que son chef mécanicien part avec Bastianini dans le team officiel, je crois. Et du coup, Johan Zarco récupère son chef mécanicien de ses titres en Moto 2. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, il a un visage connu avec lui, quoi, qui comprend comment il fonctionne et comment il réussit à gagner. Donc. Tout ne change, mais rien ne change. Ouais. Non, mais c'est pas. Après, de toute façon, Zarco, avec sa carrière, avec ce qu'il a déjà montré, on voit que il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec son environnement et que changer beaucoup de choses dans l'environnement, ça peut être déstabilisant, mais ça peut, c'est pas vraiment. Oui, et puis c'est un des rares pilotes qui a une façon de fonctionner qui est complètement différente des autres aussi. C'est ça. Pour moi, c'est un peu je l'appelle comme ça, mais c'est le pilote pétanque. C'est le pilote que tu vas retrouver avec son bob le dimanche sur le terrain de pétanque à boire le pastis avec les copains quand les autres pilotes vont être en train de s'entraîner, tu vois. Donc, et en même temps, il a sa place et il a montré qu'il est capable. Ouais. Donc, moi, je pense que ça va être déterminant pour pas mal de choses et je pense qu'il a encore des années à faire. Des années, je suis peut-être un peu gourmand, mais je pense qu'il a encore le potentiel, tu vois, pour finir une belle carrière chez Ducati et puis d'engrainer sur tu vois, une représentation de la marque, quoi, parce que je trouve qu'il a trouvé sa place chez Ducati. Ça a été compliqué les années précédentes ailleurs, mais ouais, je pense que t'as raison. Alors, j'étais vexé l'année dernière quand Ducanal avait parlé de la suite de sa carrière, s'entendant que il allait plus être pilote. Mais oui, il va falloir qu'il réfléchisse à la question. Avec Ducati, ça se passe bien. C'est déjà un ambassadeur de la marque parce que c'est un des rares pilotes qui roule sur route. Oui. Et puis, il serait pas non plus ridicule en pilote d'essai. Ouais, en pilote d'essai, tu vois, typiquement, c'est le pilote, à l'âge qu'il a, effectivement, il manque toujours cette victoire qui est l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Mais c'est, à mon avis, un pilote qui a le background, il a encore de la vitesse, il fait moins de pole qu'à une époque, mais il est toujours rapide. Et je pense que il a quelque chose à apporter de ce point de vue-là. Et c'est marrant parce que le coup de Martin sur les courses sprint, j'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est un pilote qui s'il est intelligent, il va prendre, mine de rien, les points qui peuvent lui manquer sur une course de 40 minutes, en étant un petit peu moins fou sur la course de 40 et prendre, donc ça peut compenser, ça peut lui faire des week-ends à facile 25 points, quand tu cumules les deux, quoi. Et là, ça commence à être intéressant au championnat. Ouais,
au risque qu'il ne se blesse pas, parce que c'est quand même un pilote qui se blesse facilement. Il est abonné, c'est un peu le Pedrosa nouvelle génération, il aime bien se blesser, quoi. Donc, à l'inverse d'Eneas Bastianini, mais avec qui il va peut-être manquer de la vitesse sur les courses sprint. Pour moi, c'est deux profils qui sont différents, comme tu dis. Pour moi, c'est la question, tu vois, sur Bastianini, côté officiel, c'est vraiment la question qui va se poser, c'est que c'est un pilote qui a une officielle qui est très bien encadrée parce qu'il est avec Perna, et on le sait, Perna, c'est pas n'importe qui. Et on lui a donné toutes les clés pour gagner. Pour moi, là, c'est vraiment la variable des courses sprint, et ce qui va réussir, comme il est capable de le faire en fin de course sur une course entière, d'être aussi rapide dès le début. Ce que Martin sait faire. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la grosse question. Mais de la même manière que pour moi, Pecco va devoir, du coup, pas sur une course, mais sur la saison entière, trouver le rythme dès le début, parce qu'on lui donne une GP23 qui est clé en main, entre guillemets, pour qu'il puisse gagner. C'est pareil, il va falloir qu'il trouve son rythme. Donc là, pour le coup, je pense que les questions de rythme, ça va vraiment être important côté Ducati pour ce début de saison. Ouais, moi, l'intérêt que je vois aussi, c'est Alex Marquez, donc qui pour lui, ça va être un vrai test, parce qu'il a jamais pu être régulièrement performant sur la Honda. Passer chez Ducati, c'est le révélateur, et il devra vite intégrer le top 10 à chaque course. Enfin, peut-être pas à chaque course, mais il devra vite et surtout ne plus chuter, quoi. Parce que ça peut justement lui ouvrir un guidon chez Pramac, c'est ce qu'on disait. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Chez les officiels, je pense que ça va verrouiller sur deux pilotes italiens comme actuellement, mais chez Pramac, on sait que c'est performant et il va y avoir du mouvement. Ouais, t'as raison sur Alex Marquez, c'est intéressant. Il s'est montré tout de suite à l'aise et même content, même s'il n'avait pas forcément le droit d'en dire beaucoup. Ça se voit sur les visages des pilotes s'ils sont fermés ou pas. Quartararo et Marc Marquez était pas très content. Alex Marquez, il finit les essais de Sepang devant son frère quand même. C'est pas rien. Donc, ça prouve tout. Voilà, je pense qu'effectivement, il peut jouer ses cartes. Il peut largement aller tutoyer des pilotes de la VR46 ou moi son coéquipier. Je pense qu'il y a Di Giannantonio. Je pense que c'est peut-être le plus faible des 8. Ouais, clairement, c'est un bon pilote, Alex, double champion du monde, on l'oublie souvent. Donc, il faut qu'il performe et puis il y a pas de raison. Les équipes, tu veux en parler un petit peu? Après, on peut quand même parler d'abord du coéquipier d'Alex Marquez, qui est Di Giannantonio, pour rester dans le team Gresini, qui était lui aussi en rookie l'année dernière, qui a moins brillé, il a fini 20e. Pour moi, c'est le pilote qui va devoir montrer qu'il a sa place en MotoGP et qu'il est capable de concrétiser un peu ce qu'il a su faire. Il a fait une pole position l'année dernière, rien de plus, il me semble. Ouais. Il était 20e ou 24e, j'ai un doute là comme ça de tête. Donc c'était pas fou ce qu'il faisait. Il a fait sa meilleure place, c'était une 8e place. Il était rarement au-delà de la 18e et 20e place dans le classement. Donc il va devoir apprendre à gérer son effort en course pour moi et à réussir à trouver ce qui lui permet de progresser en fait. Donc et je pense que d'avoir un Alex Marquez qui du coup va peut-être réussir à faire des bonnes choses cette année, d'avoir une moto qui lui plaît, etc. Ça va peut-être l'aider aussi, ça va peut-être insuffler un truc de suiveur entre guillemets entre les deux. Donc ça c'était juste un petit mot sur Di Giannantonio parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur ce pilote qu'on connaît pas encore réellement dans la catégorie. Il a pas encore bien montré son potentiel, quoi. Après il en a peut-être pas, hein, mais il manque un petit quelque chose. Ouais. C'est ça, alors que c'est un pilote qui a l'air quand tu le suis sur les réseaux, etc., c'est un pilote qui a l'air de beaucoup bosser de son côté, de beaucoup s'entraîner, de se donner. Donc ça, c'est un peu, on verra ce que ça donne. Et côté VR46, pour en finir avec les Ducati, du coup, en effet, il y a Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, qui pour moi, l'année dernière, a fait une saison de rookie et a eu une adaptation par rapport aux autres pilotes et le niveau qu'il y a sur cette grille qui était relativement correct. Pour moi, il doit jouer plus aux avant-postes. Il doit montrer qu'il est capable aussi d'aller plus vite que Luca Marini, parce que il y a toujours une question de compétition entre les coéquipiers pour moi. Et surtout, on a pu le voir à Sepang, il était en tête des essais le premier jour. Cette année, il a la GP22 à l'inverse de 2021 où il avait en 2022, il avait la GP21. Donc là, il a la moto de l'année dernière, une moto qui sait que Luca Marini avait. Il avait déjà l'année dernière. Oui, c'est ça, pardon. Il a
une moto qu'on sait être performante, qu'on sait qu'elle peut gagner, qui du coup leur donne confiance. C'est bête, mais que ce soit lui ou Luca Marini, ils ont fait des tests de Sepang qui étaient très bons, qui ont mis l'usine italienne en tête des essais. Donc pour moi, il a toutes les cartes pour montrer qu'il est capable de faire encore mieux que ce qu'il a fait l'année dernière. Donc ça va être le gros mystère. Moi, ça va être ma grosse attente parce que Marco Bezzecchi, de toute façon, il y a rien d'autre à dire, mais j'ose espérer qu'il va réussir à faire au moins un podium cette année en plus. Mais je vais pas trop en demander. Non. Après, je vais me faire tacler. On va me dire oui, mais tu vois, t'attendais. En fait, il s'est rien passé. Non, mais faut voir les choses en face. Il a quand même fait un podium, 2 quatrième places. Donc c'est quand même, pour un rookie, c'est très prometteur. Et une bonne position. Ouais, en plus une pole. Mais il doit confirmer pour se donner. Alors moi, ce que j'ai noté surtout, c'est que il faut se donner la possibilité de prendre une bonne option pour 2024. Ouais. Parce que si VR46 pas chez Yamaha, la bonne option, ça va être de se barrer. Sauf si Yamaha se réveille pas. D'aller chez Pramac ou oui, la bonne option, oui, c'est de rester chez Ducati, d'aller chez Pramac. Après, il y aura toujours le mystère de. C'est des pilotes VR46, c'est Valentino Rossi, c'est tout ce qui va derrière, et il y a des pilotes qui sont qui suivent aussi un peu ce que va dire Rossi, tu vois. Donc mais ça serait con si Yamaha fait rien de plus, et si la VR46 signe avec Yamaha, c'est foutre en l'air leur team. C'est le meilleur moyen d'enterrer ton frangin. Hein. Ah non, c'est clair. Parce que le frangin, il va suivre ce que Valentino Rossi lui dit. Il va rester il va rester sous le pavillon VR46, et puis voilà. Tout le potentiel qu'on aura vu chez lui sur la Ducati, il va s'envoler. C'est ça, parce que là sur Sepang, il était à 1/10 du record de la piste de Martin en 2021. Enfin, c'est pas déconnant. C'est là où de toute façon, il y aura des choix à faire, et il faudra qu'il se donne la possibilité, quitte à casser le cordon ombilical avec certains, mais vers 46, voilà, il y en a qui sont sortis et qui ont bien, qui sont bien épanouis, quoi. Les deux ont les satellites officiels, hein. Enfin, il y en a un qui est sorti et l'autre y est encore, mais les deux ont les satellites officiels, ça ne veut rien dire. Les deux ont les motos officielles chez Ducati. Voilà. Pierre, sur les pilotes VR46 ou les deux sont bons avec la moto en tout cas. Ils méritent leur place. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup tout le monde sait sur le plateau que la moto est bonne. Donc, ça va être difficile pour eux de se démarquer par rapport aux 4 pilotes, les 2 officiels et les 2 Pramac dont on a parlé avant. Du coup, ils vont pallier un peu de cette comparaison, même s'ils peuvent faire des coups d'éclat sans aucun doute. Luca Marini, je pense qu'il veut jouer un peu sa chance à la Bastianini l'année dernière, c'est-à-dire qu'avoir une moto prête dès le début de saison parce que il la connaît, les réglages sont faits, il va arriver à Portimao en Argentine, Austin, peut-être le Grand Prix d'Espagne. Voilà, et la moto est prête à la première seconde de Grand Prix, quoi. Enfin, et même des essais libres. Donc, potentiellement, il peut faire des très bons podiums en début de saison. À voir s'il maintient le rythme sur le reste de la saison. Mais après, c'est vrai que 4 GP22 qui sont montrés très compétitifs, ça va être difficile de faire la différence, quoi. On reste en Italie, on passe à Aprilia. Du coup, pour rester côté Italie, on va chez Aprilia, comme tu viens de le dire. Aprilia qui intègre un team satellite cette année avec RNF, c'est eux qui l'ont récupéré. RNF qui récupère les pilotes, des pilotes qui n'étaient pas chez eux à la base, qui sont Miguel Oliveira et Raúl Fernandez. Donc on se retrouve avec les Aprilia officiels qui bougent pas, qui sont Maverick Viñales et Alex Espargaro, et Miguel Oliveira et Raúl Fernandez. Et du coup, pour les petites stats, Maverick Viñales qui est dans sa 9e saison quand même, qui était 11e l'année dernière, Alex Espargaro qui est dans sa 12e saison quand même, qui était 4e en 2021, Miguel Oliveira qui est dans sa 5e saison, qui était 10e, et Raúl Fernandez qui lui était rookie l'année dernière, donc il est dans sa 2e saison, et qui était tout en bas du classement, il était 25e. Il y a pas encore grand communiqué sur les Aprilia, sur les nouveautés. On sait qu'ils ont une meilleure aération qu'en 2022, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on se rappelle qu'Alex Espargaro s'était quand même bien brûlé en Thaïlande, Indonésie et Malaisie, donc ça c'est un vrai problème. Donc après, à voir ce que donne la Aprilia qui roulait déjà très bien l'année dernière. Ouais, c'est la fin des concessions aussi. Hein. Aussi. C'est-à-dire que vu la saison d'Alex Espargaro l'année dernière, c'est voilà. Il y aura plus de modifications en cours de saison sur des choses importantes. Donc pour eux, ça
Ça peut changer. C'est-à-dire ce que KTM a jamais réussi à faire, peut-être qu'ils vont réussir, je sais pas. Mais c'est une chose importante pour la suite. Niveau pilote, qui tu attends? Moi, j'attends Vignales. Vraiment, j'ai envie de le voir faire un podium cette année. J'ai l'impression que c'est le truc, c'est un peu comme tu dis avec Zarco, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on attend que Vignales fasse ce podium, quoi. La Aprilia, c'est bon, il la connaît, il sait qu'il est capable de faire des choses. On a eu des petites fenêtres de tir où on s'est dit, purée, il arrive, il est bon, il fait quelques points, et à côté, il recommence à retomber dans ses travers. Donc moi, j'ai envie qu'il nous montre qu'il est capable, et surtout qu'il devienne le premier à remporter des choses avec 3 constructeurs différents, parce que historiquement, ça serait ultra important, autant pour lui que pour le MotoGP. Et Miller, il était déjà chez KTM. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment Vignales que j'attends. Aleix Espargaro, pour moi, il a fait le travail l'année dernière. Il a fait sa meilleure saison. Je suis pas convaincu qu'il en fera une aussi bonne cette année. Surtout que la compétition est quand même rude. Après, il a le mental, il est affûté. Il travaille sur beaucoup de choses sur la Aprilia. C'est ce qu'il disait à Sepang. Il travaillait sur le fait d'avoir plus de charge à l'arrière dans le freinage. C'est ce que fait Ducati. Donc ils sont pas bêtes en fait. C'est comme ça qu'ils arrivent aussi à se démarquer et à être bons. C'est qu'ils se basent sur ce que Ducati fait, comme à peu près tout le monde de toute façon. Mais lui, il s'en cache pas. Et je suis pas sûr qu'il arrive à faire. Enfin, tu vois, l'année dernière, quand il a compris qu'il avait perdu le championnat, il était moins dedans. Donc est-ce que cette année, il va en ressortir? Sachant qu'il a 32 ans, quand même. Donc c'est pas rien. Mais oui, sans concession, il va falloir maintenir le cap. Sachant que la fin de saison, elle a quand même été marquée aussi par des erreurs individuelles et de l'équipe. C'est un peu dommage parce qu'il y a des gros points qui sont partis. Voir. Moi, Vignales, je le voyais plus, lui, tu vois, dans le champion des courses sprint. Ah, ouais. Vignales, c'est déjà le champion. Déjà, il a perdu son titre des champions d'essai de trêve hivernale, donc. Mais ça allait mieux pour lui et puis plus rien. Donc moi je comprends plus rien. Vignales. Moi je trouve que Vignales, il a eu avec la Aprilia, il a eu une progression en escalier quoi. C'est qu'il était vraiment bas. Il a eu d'un coup, il s'est montré un gap, puis il est arrivé à accrocher les top 10 et puis là il stagne à nouveau. Il n'arrive pas à faire ce que faisait Aleix avec la même moto l'année dernière. Donc c'est vraiment, j'arrive pas à me décider sur Vignales, soit saison blanche, soit où il va réussir à franchir un gap. Aleix Espargaro, je le vois vraiment compétitif, jouer régulièrement les top 5, top 8. Toujours placer la moto parce que il y a beaucoup de concurrence devant. C'est ça qui m'embête. C'est pas il y a beaucoup de concurrence, moto, quoi. C'est la concurrence. Mais tu vois, moi je l'ai trouvé plus à l'aise sur pas mal de courses que Fabio Quartararo. Fabio, il avait du mal à doubler. Alors forcément, sur certains circuits, quand il s'échappe, il est difficile à reprendre. Mais la Aprilia, je la trouve plus à l'aise en paquet. Et donc, je pense qu'il sera en mesure d'aller faire des courses intéressantes. Et puis il avait une moto qui fonctionne surtout. L'inverse de Fabio. Fabio, il avait un tracteur. C'était pas le cas des Aprilia l'année dernière. Ouais. Et sinon, j'attends beaucoup de Oliveira. Alors, qui lui s'est montré dithyrambique à propos de la moto. Et il a dit clairement, une moto qui tourne, c'est nouveau. Non, mais voilà, c'est déjà quelqu'un qui a 5 victoires en Grand Prix sur une moto qui était très difficile. Là, il va avoir une moto 2022, hein, pas la nouvelle Aprilia, mais c'est une moto qui a montré toutes ses capacités. Ouais, je pense qu'il peut faire mieux que les deux. Voire les deux officiels. Mais déjà au Portugal, il va arriver avec le couteau entre les dents. On ouvre la saison à domicile pour lui, donc ça peut être que positif pour lui. Et là, si l'Aprilia tourne, il n'y a pas de raison. Oliveira, pour moi, si l'Aprilia fonctionne, il suffit qu'il pleuve un peu, on va forcément le voir sur des podiums cette année. Ouais, s'il pleut, c'est sûr. Mine de rien, il a 28 ans, hein, donc il faut aussi que ça arrive. C'est vrai que jusque-là, c'est une carrière qui est quand même très intéressante, surtout sur une moto qui est pas la plus compétitive du plateau. Et c'est maintenant, s'il veut prendre une place dans une équipe compétitive officielle, c'est cette année, quoi. Et je vous rejoins là-dessus. C'est un pilote sérieux qui tombe peu, donc il y a de quoi construire avec lui. Et je pense que c'est le meilleur move de cette intersaison, quoi. Si en plus la moto va bien,
J'y ai la petite appréhension quand même de RNF. Parce que la saison dernière, je pense pas qu'ils aient capitalisé grand-chose avec ce qui s'est passé avec Yamaha. Donc j'espère qu'ils auront un soutien d'Aprilia quand même assez suffisant pour pouvoir fournir aux deux pilotes satellites une moto correcte, quoi. Parce que tu prends pas de moto satellite pour remplir la grille, et surtout quand tu mets un Raúl Fernandez dessus, quoi. Un Miguel Oliveira. Mais t'as raison, Raúl Fernandez est un coéquipier d'Oliveira, donc lui, à voir aussi si après une année de rookie où c'était quand même relativement compliqué pour les deux chez KTM, il va réussir à faire quelque chose, parce que on sait que c'est pas un mauvais pilote en plus. Il l'a assez montré en Moto 2. Moi, c'est un des pilotes que je vais avoir envie de surveiller. Après là, sur les tests, c'est pas glorieux non plus. Donc, mais en même temps, on le sait, les tests, ça veut tout et rien dire. Donc le truc, c'est qu'il a tout à reconstruire. C'est un peu comme s'il repart d'une saison de rookie sur une saison de rookie en soi, parce que tu pars d'une moto qui fonctionne pas, avec laquelle tu peux rien faire. Donc, c'est ça, et puis te retrouver dans un team qui sûrement te soutient beaucoup plus que ce qu'a pu faire KTM, parce que l'année dernière c'était quand même catastrophique, on va pas se le cacher. Donc là, c'est un peu, c'est ça, pour moi, c'est une seconde année de rookie dans son année de rookie, quoi. Je rebondis sur le team RNF. Alors Razali, c'est un passionné, donc j'ai pas trop de doutes sur le projet qu'il veut monter. J'ai vraiment plus de questions sur le sponsor titre Cryptodata. J'ai vu des articles dessus où ça a l'air assez fumeux. J'ai peur. Enfin, là, tu t'en as parlé, donc ça m'a donné cette idée. Il y a une possibilité que genre l'argent n'arrive jamais et en cours de saison, le team bye bye, quoi. J'ai vraiment cette impression, quoi. Après, comme tu l'as dit, Razali, il a toujours su aussi trouver des solutions. Et c'est quelqu'un qui est futé. Déjà monter l'équipe satellite comme il l'a fait avec Morbidelli et Quartararo, c'était pas rien, parce que il l'a monté, je crois, en juin. Et puis il a eu une F1. Il a eu une F1 et mine de rien, Quartararo, il a vite performé, et Morbidelli a été vice-champion du monde sur une Yamaha satellite dans une équipe, t'y crois pas, quoi. Donc Razali, je pense que même si financièrement il y a un déséquilibre, effectivement, j'espère que ça ira pas aussi loin que ce qui s'était passé avec Forward, qui avait mis la clé sous la porte à mi-saison. Mais il y avait un problème de gestion d'équipe aussi. Marc VDS avait eu des problèmes aussi de gestion de contrat en MotoGP. J'espère que avec Cryptodata ça va y aller, quoi, parce que ce serait vraiment dommage de casser ce jouet là, quoi, parce que je pense que pour Aprilia c'est important, et pour les deux pilotes qui y sont c'est important. Et Razali il a montré qu'il savait gérer une équipe satellite. Donc je pense que la seule incertitude elle est là, et j'espère que ça va vite dégoupiller, quoi. Je me marre juste parce que Dovi et Razali, ça l'a pas trop fait, et Dovi, justement, ne disait pas que Razali savait gérer un team. Ouais, mais Dovi, voilà. Si Maître Dovi l'a dit, Pierre le croit. Non, c'est pas ce que je dis, au contraire. J'ai commencé par dire Razali, c'est quand même, en tout cas, c'est un passionné. Mais on l'a dit l'année dernière, dans les communiqués, c'était catastrophique de toute façon, Razali, c'était jamais leur faute, c'était toujours les pilotes qui étaient pas agréables, qui étaient pas ci, qui étaient pas ça, donc, à voir ce que ça donne cette année. Là, c'est un peu un reset de team, un reset de pilote. Ça va sûrement leur donner un vent nouveau aussi. C'est pas une mauvaise chose. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a du positif à tirer, de toute façon. On passe aux Autrichiens. Tu veux parler de Tech 3 GasGas et Red Bull KTM, du coup? Oui. Déjà, on a l'arrivée de GasGas au sein du paddock. En MotoGP, avec cette année 4 pilotes, un qu'on connaît très bien qui descend de chez Ducati pour revenir aux sources entre guillemets, avec Jack Miller qui est dans sa 9e saison, bientôt la 10e chez Caterpillar, et qui était 5e l'année dernière. Brad Binder qui est dans sa 4e saison, qui était 6e l'année dernière, c'est pas dégueu quand même pour lui. Paul Espargaro qui est dans sa 10e saison, qui était 16e l'an dernier, et le rookie de l'année d'avance, puisque c'est le seul, c'est Augusto Fernandez, qui était champion du monde 2022 en Moto 2. Moi, je veux commencer sur Augusto Fernandez, où j'ai mis bon courage, mec. Ouais, c'est un peu ma réflexion aussi.
Je comprends pas. C'est des histoires de contrats, hein, mais de mettre des rookies chez eux, c'est KTM, c'est pas une usine à rookies en GP, quoi. Bah, il y en a qu'un qui a réellement réussi, un ennemi si on compte Binder, mais c'était Oliveira, quoi. Ouais. Bah, c'est ça. Les autres, ils sont tous cassés les dents sur cette moto. Et le retour de Paul Espargaro, quoi. Bah, il était content, a priori. Ouais. Mais bah, il va devoir se bouger pour faire gagner la Tech 3, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, donc s'il n'y arrive pas... c'est ça, ce qui retrouve la moto avec laquelle il a roulé de 2017 à 2020, donc il la connaît. Après, évidemment, ça a changé depuis. Ouais. Mais je pense qu'il a une bonne pression sur les épaules aussi, Polo, quoi. Pas sûr. T'es quand même là pour rouler et faire des choses, donc... Je suis pas sûr. Non, je pense que Espargaro, oui, il va te dire, ouais, moi je vais jouer le titre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je veux gagner une course. Il l'ouvre pas trop quand même, hein, là. je pense que la période Honda était dure, hein, pour lui. Ah bah oui, Là, il a quand même dit que il voulait aller chercher les officiels, quoi. Les officiels KTM, donc... Ok, je retire ce qu'il a dit, il ouvre trop. Il y a peut-être match avec Miller, parce que Miller doit apprendre la moto, mais Binder, alors, je pense que Miller, il va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation, mais pareil, il a fait une très très bonne fin de saison. Alors, c'est pas un bon move pour lui de redescendre chez KTM, mais bon, il avait c'est qu'il avait pas le choix. Et je pense que c'est quelqu'un qui a encore 2-3 belles années devant lui. Alors, manque de bol, il risque d'en passer 2 chez KTM, donc ça va être un peu compliqué. Bah, en même temps, s'il reste pas chez KTM, après, tu le vois chez qui? Il va pas retourner chez Ducati. Ah, mais non, mais de toute façon, il avait plus trop de choix. Enfin, il avait plus, voilà, il se retrouvait dans une impasse, donc il se retrouve chez KTM. Pour moi, la grosse question, elle est côté Jack Miller. C'est-à-dire, il va falloir vite qu'il prenne la mesure de Binder et qu'il chute moins aussi pour être devant Binder au général. Moi, la question que je me pose surtout sur Binder, j'espère qu'il est bien payé pour rester là, parce que c'est un excellent pilote. Ce qu'il arrive à faire avec ça, chapeau. Moi, c'est tout ce que j'attends, c'est qu'il se barre sur une moto qui tourne. Et d'ailleurs, je pense que les courses sprint vont lui être préjudiciables parce que souvent là où il est fort, c'est parce qu'il est régulier en course, il arrive pendant 40-45 minutes, il arrive à remonter toute la grille en partant de très loin. Sur les courses sprint, il va marquer 0. Ouais, ça va être beaucoup plus compliqué, à moins de se qualifier mieux. Pour Jack Miller, vous dites qu'il revient chez KTM, mais il était chez KTM en 125. Ouais, en 125. Ok. Parce que sinon, il avait connu Honda et Ducati en MotoGP. Donc oui, lui aussi, c'est un pilote qui peut gagner sur 3 marques différentes dans la catégorie. Il a gagné sur Honda? Ah oui, mais sur le mouillé. Ouais. Ça compte pas, ça compte pas le mouillé. Ah, non, mais si sûr. C'est toujours plus électeur que Zarco. Oh. Tu t'auto-tires des balles dans les pieds, en plus, quoi. c'est une moto satellite, quoi. Non. Clairement, Jack Miller, je pense qu'il a l'énergie pour se battre avec des motos difficiles. Avec Honda, il l'a jamais renoncé, en tout cas. C'est un pilote très résilient, je trouve, Miller. Donc à voir. Paul Espargaro, je pense que ce sera pas un retour gagnant. Je sais pas pourquoi En même temps, c'est pas ce qu'on attendait, hein. Surtout qu'on sait toujours pas quelle est la différence entre les motos officielles et les Tech 3. Malgré tout ce qu'on nous abreuve depuis des années, j'ai l'impression que c'est pas gaz. C'est pas les mêmes. Et puis le petit Augusto Fernandez, tu l'as dit, hein, bonne chance. Merci, au revoir, je pense. Hein. Bah, en fait, tu crois? L'année prochaine, Pedro Acosta monte. C'est sûr. Est-ce qu'il monte à la place d'un Jack Miller ou d'un Augusto Fernandez? Je ne sais pas. Ou d'un Paul Espargaro. En vrai, on va pas se mentir. Paul Espargaro, attends, Pedro Acosta, tu le fais monter chez Gaz. Mais est-ce qu'il va avoir le choix avec ses contrats? Pedro Acosta, tu fais monter un sujet officiel. Non, mais effectivement, il n'aura pas le choix. Et là, tu vas le mettre. Mais peut-être qu'ils vont faire un jeu de chaises musicales, tu vois, et redispatcher les cartes aussi. Tu fais redescendre qui? Miller ou Binder? Miller, on va voir ce qu'il va faire. Hein. Miller, si tu le redescends, il te met un coup de casse. Miller, il a déjà pas voulu retourner chez Pramac alors qu'il était Ducati officiel. Ouais, c'est ça. C'est clair. Bon, on verra. Sauf si, on n'en est pas au Mercato 2023. Ouais, il ira remplacer Miller chez Honda officiel Miller, je suis sûr. C'est possible. Non, mais Binder. Binder, je pense, c'est un pilote, comme Oliveira cette année. Je pense que, s'il dit, je suis sur le marché, je suis à l'écoute de tout, il aura des offres de team. Bah oui. Est-ce qu'on a fait le tour de cette grille 2023? Ouais, c'est un bon tour quand même. C'était un bon dos. Est-ce qu'on se fait les petits favoris de Challenger Outsider et les gros nulos? Claire, tu veux commencer déjà avec tes favoris
pour la saison. On en aura combien? C'est toi qui vois. Bah, j'en ai 4. T'as les challengers aussi, hein. Faut pas oublier que les challengers, c'est ceux qui jouent le titre sans être favoris. Ouais, bah, je mets 4 favoris. Bagnaia, Bastianini, Quartararo et Marc Marquez. T'es courageux, hein. Moi, mes favoris, c'est Bagnaia et Bestia, parce que Quartararo, il a pas pour moi, la moto le place pas favori ultime. Et il vit champion du monde il y a 2 ans, et il a déjà fait qu'une moto compliquée. Ouais. Après, c'est complètement subjectif. C'est nos pronos. Ouais, non, on va pas débattre de ça. Moi, les 2 favoris, de toute façon, c'est Pecco et Bestia. C'est les 2 qui ont l'étiquette de favoris dans le dos. Ça va être les 2 à battre. De toute façon, si tu veux être champion du monde, faut battre ces 2-là. Et si tu réussis à les battre, tu mérites. En tout cas, vous pouvez de toute façon vous baser sur les pronos de Pierre pour mettre des bêtes clics, parce qu'en général, il s'en sort plutôt pas mal. Alors, t'es challenger. Moi, du coup, j'ai mis Quartararo et j'ai mis Marquez. Ouais. Parce que pour moi, c'est les 2 qui ont des motos qui s'il y avait les motos qui fonctionnaient, évidemment, ils seraient favoris. Là, c'est pas le cas. Et moi, je rêve que Quartararo décroche son 2e titre, mais ça sera évidemment plus difficile pour lui que pour Pecco. Donc, je mets Aleix Espargaro et je mets Brad Binder. Toujours Binder. Il y a une passion Binder ici. Ouais. Et toi? J'ai mis qui? Ouais, Marquez et Quartararo, comme toi. Parce que je pense qu'ils vont être pas loin. Je pense que ça Marquez, faut faire une saison pleine. Sinon, voilà, ça va être encore compliqué. J'avoue que j'avais pas pensé à Aleix Espargaro, mais je crois que c'est un vrai truc de jamais cette personne, elle existe, elle fait des très bonnes choses, mais ça marche pas, hein, ça rentre pas. Après, on a les outsiders, ceux qui peuvent jouer le titre, mais ne sont pas attendus. Moi, j'ai mis Oliveira, j'ai peut-être un peu fumé la moquette quand même. Vignales et Martin. Franchement, en le relisant comme ça, je me dis Oliveira, Vignales, pas convaincu de mon prono quand même. Martin un peu plus, s'il se blesse pas et qu'il arrive à faire des choses, mais Oliveira, je suis pas convaincu. Oliveira, Martin et Zarco. Zarco. En même temps, Zarco. On l'attend pas, mais il a la moto pour, on sait jamais, sur une saison incroyable. Il y a les courses sprint, il fait 4e toute la saison, j'avoue. Les courses sprint, s'il rate ses départs, c'est compliqué. Va falloir prendre des points dimanche. Et toi, Cyril? Outsider, Binder aussi, et je verrai bien Vignales. Pour les sprints. Ouais, il est insaisissable, comme je disais, Vignales. J'arrive pas. Il est nulle part, c'est un gaz. Ouais, mais en même temps, quand il est bon, quoi. Enfin, moi, je verrai toujours cette image de Vignales qui va à la bagarre avec Rossi, et Rossi tombe dans le dernier virage et Vignales prend la pole, tu vois. Et je me suis dit, putain, je le déteste autant que je l'admire, ce mec, quoi. Et tu le détestes. Et toi, du coup, tu l'as dit ou pas? Binder et Vignales, ouais. Et du coup, la dernière catégorie, je rappelle quand même que ce classement avait été écrit par Pierre à l'époque, comme ça je me fais pas dégommer. C'est les gros nulos. Les gros nulos, c'est ceux qui vont pas s'en sortir de cette année. C'est ceux qu'on les attend pas et ils seront nulle part à la fin de la saison. Ça veut pas dire qu'ils ont pas le niveau en MotoGP, attention. Ouais. Parce qu'ils y sont de toute façon, c'est qu'il y a une raison. Donc, pour certains, il y a un sponsor. Je mets pas les rookies parce que voilà, encore une fois, mais sinon j'aurais bien mis Augusto Fernandez. Paul Espargaro, DJ Antonio. Oh. Je suis dur, mais alors moi je te rejoins sur Paul Espargaro, mais j'aurais mis Nakagami. Ah, j'ai oublié. Ah oui, je change mon vote. Nakagami. Ouais, clairement. Je pense qu'on se rejoint tous les 3 sur les gros nulos là. DJ Antonio, t'es dur. En tout cas, l'année dernière, Paul Espargaro, on avait raison, c'était gros nulos. Ouais. Nakagami aussi. Nakagami. Alors, Nakagami, quand même, il aura eu le mérite de lancer un débat intéressant puisque Lucio Cecchinello a reparlé de sa blessure, de fin de saison. Sale blessure. Sale blessure. Et justement, il a remis en cause la décision du pilote et de l'équipe de rouler au Grand Prix du Japon. Et il a dit que ils ont fait une erreur. Et je trouve que c'était intéressant parce que l'interview était intéressante là-dessus, où justement c'était en intersaison, donc c'était plus sur des considérations sans nécessairement parler d'extra-course, mais son point de vue était intéressant justement de dire là on a fait une erreur, on n'aurait pas dû le laisser courir. Alors, même si c'était le GP à la maison, etc., ils ont fait une erreur de jugement. Donc je trouve que c'est intéressant. Mais c'est bien de le reconnaître. Ouais. C'était GP à la maison et il y avait 2 ans sans Grand Prix Japon.
pense C'est qu'il y ça. a eu cette attente. Mais au final, il me semble qu'il n'est pas retombé en plus pendant cette course. Enfin, il avait rien fait de glorieux en tout cas. C'était pas. Non, mais Il avait le gant plein de sang, je crois. Ouais, il avait le gant. Enfin, oui, il a été sale blessure à la main. Ils ont dû le réopérer après. Ça a été encore Mais pire. de toute façon, enfin, ça rouvre le débat des blessures avec les pilotes. C'est ça. Quand Espargaro, il dit qu'il a pas mal, il marche et qu'en fait le dimanche, quand il va faire une radio, il a une fracture. Enfin, Non, ça va, t'inquiète. Marquez qui fait des pompes pour prouver qu'il peut rouler. Enfin, franchement, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur ça donne une nouvelle idée. Et oui. Un épisode entier sur les pilotes et leurs blessures, quoi. Ouais. Et je pense que top 1, on a Pedrosa, c'est l'exemple ultime de je fais n'importe quoi avec mes blessures. Donc, Ouais. Mais au moins, c'est bien qu'il y ait un team qui ait l'honnêteté de le reconnaître, quoi. Moi, j'ai trouvé que pour ça, c'était intéressant. Mm. Parce qu'il y a une remise en cause qui doit avoir lieu et elle passe par les teams. Ouais, c'est clair. Bon, eh bien, on va se retrouver après le Grand Prix de Portimao. Tu seras sur place, Ophélie. Oui. J'espère que tu vas bien profiter. Je vous spammerai de photos et de vidéos. Plein de vroom vroom. Tu vas en Argentine après? Non, j'aimerais. Mais là, j'ai Je vraiment. pense que tu vas te cacher dans un camion et... Je te jure, je vais me cacher dans la frette VR46. Mais là, je me dis que je vais quand même vivre un truc historique pour le MotoGP avec les courses sprint. Donc, Oui, bah oui. Portimao, un de mes circuits préférés. Course sprint début de saison. Week-end parfait, quoi. Alors, Portimao, beau circuit ou pas? Si on singe nos amis de la boîte à clapper. La boîte à clapper qui définissent Assen comme un parking. Donc, à un moment donné, moi, Portimao, pour moi, c'est un des plus beaux circuits. C'est un de mes circuits préférés. J'adore. On a des photos incroyables sur ce circuit. Ouais. On a encore une belle aux essais avec Marquez et Quartararo. Ouais. Non, mais vraiment, enfin, moi, je comprends pas ce que la boîte à clapper leur reproche, mais on vous embrasse, la boîte à clapper, mais des fois, peut-être achetez-vous des lunettes, quoi. Oh, dis donc. Non, mais il y aura plein de Grands Prix historiques avec le Grand Prix de France aussi Oui. cette année, le 1000e Grand Prix. Où on sera avec Pierre. Il y aura plein de monde. Il y aura plein de tweetos, en tout cas, Ouais. on connaît. Bon, eh ben, on va vous souhaiter une bonne saison 2023 qui va commencer maintenant bientôt. Je sais pas quand est-ce que je vais publier, mais je pense que ça va être dans la semaine. Ok. Et ben, on Salut dit à très tous. vite, Ouais, à salut à tous. bientôt. Bonne saison, ciao.